Et salut les amis, c'est le Rageux, bienvenue sur Rageva Gaming, votre chaîne ludique. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau petit deck tech autour d'un leader que j'apprécie vraiment et d'un deck que je suis en train de monter en puissance au niveau personnel pour peut-être y aller en tournoi. À voir, je vous laisserai la surprise. Avant de commencer cette vidéo, je tenais d'abord à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, ça fait énormément plaisir. N'oubliez pas juste d'activer le petit abonnement, ça nous fait référencer et ça donne plus de poids à la chaîne. J'en profite également pour vous remercier, grâce à vous et à la communauté autour de cette chaîne. J'ai été invité pour commenter et streamer plusieurs gros tournois, dont le tournoi notamment de Bourges, dont j'ai fait une vidéo précédemment, que je vous invite également à rejoindre. Il reste encore quelques petites places, je pense. Ça sera lors d'une grosse convention Star Wars. On va pouvoir streamer ça. Vous pourrez voir du jeu de figurines, du jeu de cartes. C'est sur un week-end. Concernant mon deck tech d'aujourd'hui, il s'agit d'un deck autour de Hidden Verso, qui est un deck de contrôle. Pour rappel, pour les novices, il existe en gros 3 gros archétypes de jeu. Les decks aggro, type Sabine, c'est-à-dire vous allez mettre plein de petites unités et plein de dégâts très rapidement en espérant finir la partie le plus vite possible, car si celle-ci s'éternise, vous serez un peu dans la difficulté. Les decks plutôt mid-range, c'est-à-dire qui ne sont pas trop en difficulté en début de partie, qui peuvent continuer la partie et ne pas trop s'essouffler, mais bon, il faudrait quand même qu'elle se termine vers le tour 7, 8, 9, et avec un jeu plutôt équilibré. Et enfin, il y a les decks contrôle, donc comme leur nom l'indique, vous avez envie de contrôler la partie. En début de partie, vous serez peut-être un peu lent, vous allez prendre beaucoup de dégâts, l'adversaire va prendre un peu l'ascendant, et puis au fur et à mesure de la partie, vous allez remonter pour contrôler totalement le board, et asphyxier votre adversaire petit à petit et finir la partie, soit en lui mettant des gros taquets à la fin, soit des fois juste en le faisant se meuler. Donc là, ici, il s'agit d'un deck contrôle, tempo, enfin contrôle mou, j'ai envie de dire plutôt temporisation. J'ai d'ailleurs appelé ce deck tempo parce que pour moi c'est plus de la temporisation. Vous êtes plutôt métronome du jeu en fait. Vous choisissez plutôt qu'est-ce qui va pouvoir vous taper, quand est-ce que ça va vous taper, mais vous allez récupérer des PV. Donc déjà, pourquoi j'utilise le champion, enfin le leader Eden? Parce que, alors déjà, au niveau des statistiques, elle n'est pas faux folle, hein, c'est une 4-4 qui arrive lorsque vous avez 6 ressources. Vous allez voir, vous allez vite avoir des ressources, donc potentiellement elle peut arriver vers un T5, au mieux un T4, et elle a un shield, ce qui est vraiment intéressant. Mais surtout, vous la jouez pour ses capacités, ses actions héroïques et sa capacité passive, qui sont de vous faire regagner des PV. Souvent, vous verrez avec les decks contrôle, vous allez pouvoir contrôler la partie à un certain niveau de jeu, mais vous aurez pris tellement de dégâts que l'adversaire, avec une petite ressource qui lui reste, une unité que vous n'arrivez pas à gérer, ou alors même des dégâts directs, hein, ça c'est encore plus rageant, mais il va vous mettre les derniers petits PV qui manquent pour gagner, et vous serez vraiment, rageux, c'est le nom de la chaîne, et c'est pour ça, donc vous serez bien rageux de voir que vous allez contrôler tout le board, mais qu'avec une dernière petite pichenette, l'adversaire remporte la partie. Avec Eden, vous vous prémunissez un peu de ça, parce que tout au long de la partie, vous allez prendre des dégâts peut-être en début de partie, mais vous allez en regagner aussi. Donc l'adversaire ne va pas avoir cet avantage au niveau de la course au PV, et il ne va pas vous mettre une pression non plus trop folle. En tout cas, elle sera temporisée grâce au pouvoir de Eden. Donc voilà pourquoi j'utilise Eden dans ce deck, également parce qu'elle a les très bonnes couleurs qui sont le bleu et le noir. Vous verrez les cartes bleues pour le contrôle, c'est très très fort. Ensuite, bien sûr, autre élément important d'un deck, c'est sa base. Ici, j'utilise le Energy Conversion Lab, que je raccourcis en Lab, parce que sinon ça va être un peu trop long à prononcer. Alors, elle a plein d'avantages, vous la voyez jouer beaucoup. Il faut savoir la maîtriser. Moi, personnellement, j'ai du mal avec d'autres héros, d'autres leaders que Eden, de jouer cette base, parce que les 25 PV, ça me pénalise. Honnêtement, ça me pénalise dans mon style de jeu. Mais avec Eden, vu que vous regagnez des PV, en général, à tour 5-6, vous aurez regagné 2-3 PV. Donc votre base n'aura pas que 25 PV, elle en aura plutôt 27, 28, 29, voire 30. Donc finalement, le malus des PV, vous ne l'avez pas, parce que Eden compense ce malus. Et par contre, le gros bonus de cette base, c'est de vous donner un bûche sur une de vos unités qui coûte 6 ou moins. La situation idéale que vous voudrez avoir assez souvent, c'est de pouvoir envoyer un technicien en kamikaze se suicider en gros sur une unité adverse,
au mieux prendre l'unité adverse avec elle lors d'un trade, et vous récupérez une ressource détapée, ça c'est très important, la ressource est ready, donc elle est utilisable. Et après, il y a l'autre situation où là, vous êtes plutôt en milieu fin de partie et vous utilisez le lab pour envoyer un missile à votre adversaire, notamment le Season Trooper, Short Trooper. Lorsque vous avez 6 ressources, il passe à 4 d'offensif. Ça peut surprendre un adversaire qui s'y attend pas et aller mettre les 4 points de dégâts qu'il vous fallait pour aller détruire une grosse menace adverse qui n'avait pas protégé parce que pas anticipé. Donc voilà pour la base et le leader. Ensuite, je vous propose d'analyser un peu le contenu de ce deck. On va faire ça assez rapidement, mais carte par carte quand même, en revenant vraiment sur les éléments principaux qu'il faut retenir de la constitution de ce deck. Pour ceci, je passe bien sûr comme d'habitude sur swudb.com, donc le site de référence pour la construction et le partage de decks sur Star Wars Unlimited. Et donc je vous propose une analyse un peu carte par carte de ce deck, en revenant grossièrement sur les différents combos qui sont possibles et en mettant en avant la mentalité, on va dire, le mindset autour de ce deck. Donc je vous propose de le faire d'abord par les cartes unités. Donc on va voir d'abord donc le Season Short Trooper, donc une 2-3 pour 2. Son gros avantage, c'est de passer à 4 d'offensif lorsque vous avez 6 ressources et donc de pouvoir l'envoyer si vous avez toujours votre lab disponible en missile et surprendre un adversaire qui ne s'y attend pas et ainsi pouvoir infliger 4 dégâts à une unité adverse qui vous poserait un peu des soucis. Si vous affrontez un deck un peu trop aggro, ça se défend aussi, une 2-3 pour 2, ça vous permet de tanker un peu un tour ou deux des dégâts et sinon ça partira en ressources. Ensuite on a donc le droïde, le Viper droïde. Excellente carte, une des meilleures cartes pour son coup. Donc une 3-2, donc le 3 d'offensif c'est très très fort. Pourquoi? Parce que ça contre toutes les cartes de coup équivalents, voire supérieurs. Ça compte notamment Echo Base Defender par exemple. Pour un coût moindre, donc vous avez du trade positif en votre faveur. Et en plus, vous avez le bonus tactique de pouvoir voir la main de votre adversaire. Donc vraiment une carte à ne pas négliger. Super utile en début de partie et plutôt utile en fin de partie si vous voulez voir un peu la main de votre adversaire s'il a un deck un peu contrôle, histoire de ne pas vous prendre un contre qui serait évitable. Sinon, ça pourra partir en ressources, bien sûr, mais une excellente carte à ne pas négliger. Le Cellblock Guard, donc celui-là, il est à pouvoir maîtriser. Il a 3 gros intérêts évidents, bien sûr. Premièrement, une sentinelle, ça fait toujours du bien dans un deck. Pour des statistiques qui sont pas dégueulasses, pareil. Le 3 d'offensif, c'est un palier pour les cartes de tour 1, tour 2 à avoir. Donc le 3 en offensif, c'est vraiment bon. Et donc contre les decks aggro, ça vous permet de tanker un peu. Et surtout, il combatte excellemment bien avec Dark Vador. Si vous voulez aller chercher un bloc Cell Guard avec Dark Vador. Pourquoi? Parce qu'il permettra à votre Vador de tanker un peu plus. S'il se suicide pas, mais bon, normalement, le Vador ne meurt pas sur son embûche. Et garder un Vador en jeu 1 voire 2 tours, ça peut être game breaker, ça peut changer la game. Donc vraiment, le Cell Block, vous essayez de le choper avec un Vador, vous prenez un gros ascendant sur la partie. Ensuite, toujours pour 3, on a le Death Trooper. Donc pareil, je ne le présente pas. Une 3-3-3 qui a la capacité d'infliger de dégâts à une unité amie sur le terrain. Elle peut se l'infliger à lui-même, c'est bien ce qu'on fait dans 95% des cas, c'est ce qu'on fait. Et elle inflige de dégâts à une unité ennemie uniquement sur le terrain, pas en espace. Ça c'est un peu le bémol, mais bon, c'est déjà très bon contre les decks aggro. Vous voyez toute la panoplie que ça vous offre et potentiellement contre des decks un peu plus contrôle. Des fois, il manque les 2 petits PV sur une unité qu'on a envie d'aller chercher. Et le Death Trooper, il est là. Ça marche également avec le Vador, bien sûr. Donc affaiblir une grosse unité avant que Vador vienne l'embûche, parce que le trigger c'est vous qui choisissez, soit d'abord vous ramenez la carte, soit d'abord vous attaquez avec le embûche, c'est vous qui choisissez dans l'ordre que vous le faites, donc vraiment une unité à ne pas négliger. Ensuite, on fait un petit focus forcément sur le Super Laser Technician. Je le présente plus. Une accélération de votre rampe à mana. 2 utilisations dans ce deck.
soit vous jouez contre un deck mid-range ou contrôle, et dans ce cas-là, vous voulez monter votre mana, votre ressource le plus rapidement possible. Dans ce cas-là, il partira avec le lab en mission kamikaze. Si vous arrivez à prendre une unité adverse, c'est excellent, ou bien affaiblir une unité adverse, mais en tout cas, vous voulez qu'il soit détruit le plus rapidement possible, et il atterrira en ressources détapées, ça c'est super important, donc il arrive en ressources dégagées, ça c'est super important à avoir l'idée. Contre les decks plutôt aggro, vous allez plutôt le jouer en unité classique. Ça vous permettra d'avoir une unité sur le terrain pour pouvoir potentiellement aller taper une unité adverse aggro et ainsi ralentir un peu la courbe d'agressivité de votre adversaire. Donc c'est vraiment une carte à maîtriser. Il y a deux modes de le jouer pour ce jeu, soit en missile de mana, soit en unité classique qui vous permettra également de ramper par la suite. Donc voilà, c'est vraiment comme ça que j'utilise dans ce deck. Ensuite, une autre unité à bien maîtriser dans ce deck, c'est le Gideon. Gideon Ask, hein, c'est Ask. Plein de mécanismes autour de Gideon. Je vous mets un peu à l'écran là les cartes qui combattent très bien avec Gideon. Gideon combatte également très bien avec le leader, avec Eden, parce qu'à chaque fois qu'une unité va être détruite, premièrement, vous gagnez un PV parce que Eden sera en jeu, et deuxièmement, vous gagnez un +1/+1, un token d'expérience grâce à Gideon. Vous combinez ça avec un barrage et vous détruisez 3-4 unités adverses, c'est totalement faisable, c'est voilà, réaliste. Voilà, vous buffez tout le monde, vous pouvez buffer lui-même si vous voulez. Je vous conseille peut-être pas forcément de le faire, de buffer lui-même, mais voilà, vous pouvez buffer d'autres unités. Peu importe l'arène, ça c'est également extrêmement fort. Donc vous voyez l'arène où vous êtes en dominance, vous boostez vos unités dans ce terrain-là et puis vous envolez vers la victoire. Donc vraiment une excellente carte à maîtriser. Je l'ai mis en 3 exemplaires dans ce deck parce que moi j'aime bien tourner autour. Il y a peut-être des gens qui voudront jouer que en 2. À voir, mais en tout cas, voilà, vous voyez un peu toutes les cartes qui peuvent comboter autour de Gideon. Je vous fais pas la liste détaillée, vous faites votre mindset vous-même, mais honnêtement, excellente carte que moi j'utilise, qui combat super bien dans ce deck, qui a les bonnes couleurs, donc vraiment excellent. C'est une menace pour votre adversaire. Vous voulez avoir et Eden et Gideon en jeu en même temps lorsque vous jouez Gideon, donc vraiment votre adversaire va devoir faire des choix. Il va faire des choix, il va pas pour peut-être gérer le leader qui a encore son bouclier et un ask, donc voilà, obliger votre adversaire à faire des choix. Il devra forcément sacrifier des unités, donc vous allez forcément ou gagner des PV ou mettre des tokens d'expérience. Donc voilà, vous prenez l'avantage à tous les niveaux avec cette carte. Bon, ensuite, Vador, bien sûr, je le présente pas, hein, le commandant de la Légion. Tellement d'avantages autour de cette carte. Voilà, l'ambush, vous allez chercher 3 cartes. Donc moi, je vous conseille en première intention d'aller chercher un bloc sel pour pouvoir protéger votre Dark Vador. Et si Vador reste en jeu 2 voire 3 tours, si votre adversaire n'arrive pas à le gérer assez rapidement, honnêtement, ça peut, voilà, ça retourne la game. Et puis voilà. Donc c'est un chasseur, soit de grosses unités adverses qui seraient un peu trop tanky, soit avec son embouche aller péter les premières unités qui feraient un peu trop de dégâts, notamment les unités raid qui n'ont pas beaucoup de répondants en défense. Donc voilà, les unités raid adverses dans les decks aggro, vous allez les chercher avec votre Dark Vador, il sera toujours vivant, votre adversaire sera obligé de le gérer, donc excellente carte. Ensuite, ce deck tourne beaucoup autour du Reinforcement Walker, donc pour 8, une 6-9, carte inco, hein, donc facilement trouvable, qui a toute sa quintessence dans ce deck, parce que lorsqu'elle est jouée et lorsque vous attaquez, vous prenez la première carte de votre deck, soit vous la piogez, donc une source de pioche dans un deck contrôle, c'est excellent, soit vous la défaussez, et lorsque vous la défaussez, vous regagnez 3 points de vie. Donc ça va vraiment dépendre de à quel niveau vous en êtes au niveau du contrôle et au niveau de votre barre de dégâts. Si vous êtes un peu ric-rac au niveau des dégâts, votre adversaire peut potentiellement vous tuer sur une dernière petite pichenette un peu sortie de l'espace. Allez prendre vos 3 PV, vous sacrifiez une carte, c'est pas grave. Si vous êtes vraiment sur un set où vous êtes en domination, où l'adversaire joue aussi contrôle, vous allez mettre vos 6 dégâts, ce qui est très très fort, et en plus vous allez piocher une carte, donc double effet qui se coule, super efficace. Une très très bonne carte. Ensuite on passe au niveau des unités espace. Au niveau d'une espace, bien sûr, le Infernal Four, donc c'est une unité unique, donc faites attention, vous ne pouvez pas l'avoir plusieurs fois en jeu. Lorsqu'il est joué et lorsqu'il est détruit, c'est super important. Vous regardez les 2 cartes de votre deck et c'est un scry, quoi. Vous pouvez voir quelle unité mettre au-dessus de quoi. Super important. En plus, pour 2, 1, 2, 3, c'est des bonnes statistiques de base. Il a des bonnes statistiques de base et il a une bonne capacité. Donc vraiment, c'est primordial de jouer cette carte dans ce deck.
Ensuite, là, c'est un peu plus discutable. Moi, je joue le consortium Star Viper. Pourquoi? Parce que, voilà, pour 3-1, 3-3, des statistiques un peu faiblardes, une capacité situationnelle. Il faut que vous ayez l'initiative pour que cette capacité s'enclenche. Elle vous donne Restore 3, donc vous regagnez 2 PV lorsque vous attaquez. Moi, je la joue en 3 exemplaires. Ça me sauve souvent. Ça vous permet au début d'aller un peu tanker. Ça vous permet d'aller chercher beaucoup d'unités espace adverse. Notamment les A-Wing et tout ça, avec ses 3 dégâts. Donc honnêtement, voilà, il est là pour ça. Il est là pour contrer les decks aggro adverses et il est là pour vous donner potentiellement des PV. Parce qu'au début, vous n'allez pas jouer beaucoup de cartes, hein. Vous allez souvent jouer que 2 activations pendant votre tour, donc vous aurez souvent l'initiative. Et voilà, votre adversaire, il va taper un peu dans le vent, donc il va vouloir focus le Star Viper. Et voilà, tout ce qui n'est pas infligé à vos points de vie, c'est un tour de gagné pour vous. Et vu que vous dominerez en fin de partie, voilà, c'est une mécanique qui est à votre avantage également. Ensuite, le système Patrolcraft, donc celui-là pareil, il se discute. Moi, je le joue uniquement en 2 exemplaires. Souvent, il peut partir quand je change avec le side. Si l'adversaire ne joue pas trop espace ou pas trop aggro, il partira. Il a tout son intérêt parce que c'est une sentinelle pour 4, une 3-4. Sentinelle en espace, en bleu, en noir et en vert, vous n'avez pas grand-chose. Vous n'avez pas grand chose, donc c'est vraiment un peu le bouche-trou pour pouvoir tanker potentiellement un deck un peu trop agressif au niveau de l'espace. Et sinon il partira en ressources si vous voyez votre adversaire ne joue pas beaucoup d'espace ou que vous pouvez le contrer d'une autre manière. Ensuite, bien sûr le Avenger, donc là on est sur un Avenger. Évidemment, la carte est très connue. Pour 9, une 8-8, lorsqu'elle est jouée et lorsque vous attaquez, votre adversaire choisit une carte non leader, n'importe quelle arène, et sans défausse. C'est contrable. Il y a des decks qui arrivent bien à contrer ça, notamment tout ce qui est deck tournant autour de Leia. Hein. Leia qui engage, lorsqu'elle arrive en jeu, une unité adverse. Voilà, elle vous contre la capacité de l'Avenger. Mais ça fait une pression tellement importante à votre adversaire que voilà, c'est super important de l'avoir en fin de game. Je le joue qu'en 2 exemplaires parce qu'il est unique. Donc voilà, avoir 2 unités uniques aussi chères, c'est un peu voilà. Il peut être potentiellement joué en 3 exemplaires, ça c'est un peu une sauce à vous de la faire. Cette carte événement, moi j'aime bien cette carte, j'aime bien Recrute. Pourquoi Recrute? Parce que vous allez chercher dans votre deck. Vous allez fouiller dans votre deck, vous n'avez pas beaucoup de mécanismes pour fouiller dans votre deck, aérer votre deck, et donc vous prenez une unité, vous avez des unités très costauds, notamment en fin de game ou en début de game si vous voulez faire de la rampe à mana. Et donc voilà, ça vous permet d'aller fouiller dans votre deck pour ça mange pas trop de pain. Souvent, il y a des phases où vous allez avoir un ressource un peu gâché. Donc le recrute est vraiment là pour ça. Il permet d'aérer votre deck, d'aller chercher une grosse menace ou l'outil qu'il vous faut au moment où il vous faut. Voilà, c'est en 2 exemplaires. C'est là pour boucher un peu les trous, on va dire, et vous donner un outil supplémentaire. Ensuite, on arrive dans tout ce qui va être contrôle dans ce deck. Enfin, removal, alors removal en anglais. Destruction, on va dire, de cartes immédiates. Vous allez voir, vous allez peut-être être surpris, mais je ne joue pas de Vanquish dans mon deck. Je le trouve un peu cher. Je n'ai pas forcément besoin. Mais par contre, Power of the Dark Side, ça je le joue. Donc ça, c'est uniquement pour 3. Vous donnez le choix à votre adversaire de se détruire une unité. Il faut orienter le choix de votre adversaire, bien sûr. Il faut lui laisser que les unités que vous voulez voir disparaître. Donc ça demande un peu de doigté, il faut un peu manipuler votre adversaire. C'est contrable également, si votre adversaire entre des petites unités, voilà, contre les decks un peu trop aggro, c'est pas très efficace, mais ça coûte que 3. Donc en général, si pour 3 vous arrivez à faire détruire à votre adversaire une carte coûtant 4 ou plus, le trade est positif en votre faveur. Et voilà. Pour moi, c'est important d'avoir cette carte. Resupply, je l'explique pas, bien sûr, comme le technicien de la rampe à mana. Si vous jouez contre des decks, encore une fois, contrôle, il faut que vous ayez ou un resupply ou un technicien dans votre main de départ. Il faut absolument que vous preniez l'avantage au niveau de la course en mana. Après, ça pourra partir en mana directement par la suite s'il faut, en 3 exemplaires, très important. Autre carte de removal, donc de destruction de cartes adverses, le takedown. Vous éliminez une unité avec 5 PV ou moins. Il n'y a pas écrit que ça ne peut pas être un leader, donc vous pouvez vous débarrasser des Sabines, vous pouvez vous débarrasser des hidden adverses. Excellente carte pour 4. Vous supprimez n'importe quelle carte qui coûte 5. Visez plutôt des cartes qui coûtent plus que 4 pour avoir un petit avantage au niveau du trade de ressources. Mais sinon, voilà, la grosse menace adverse, vous pouvez l'abîmer. Hein. Donc, ces 5 PV restants au moment
faire. Si c'est un home one et que avec le Infinite Four, vous allez lui mettre 2 dégâts au home one passe de 7 à 5, vous pouvez totalement détruire un home one avec un takedown, d'accord? Donc vraiment, encore une fois, une carte super importante. Ensuite, un petit focus sur Vigilance. Bon, bien sûr, Vigilance qui est carte maîtresse, on va dire, de ce deck. Elle fait tout. Elle fait le café, elle vous sert le repas, elle vous fait tout. Elle coûte 6 pour ce deck, parce que vous avez le mal de l'affinité bleue, vous en avez que une, donc vous payez 6. Mais les 6 là, vous les payez tous les jours. Honnêtement, vous les payez tous les jours. Elle vous permet de faire tout. Elle vous permet... Donc la première capacité, vous faites défausser 6 cartes à un adversaire. Dans un match-up contre un deck contrôle, ça va peut-être se finir à la meule. Donc au gars qui n'aura plus de cartes dans son deck. Donc vous mettez 6 cartes à votre adversaire en moins, potentiellement 3 fois dans la partie. Donc ça fait 6, 12, ça fait 18 cartes, pardon. 6, 12, 18, oui. C'est quasiment 30% de son deck. Donc voilà, le match-up contrôle, la capacité là vous permet de bien maîtriser le match-up. Ensuite, deuxième capacité, vous soignez 5. Évident, contre les decks aggro, vous soignez 5, vous gagnez au minimum un tour de survie en plus, super important. La deuxième capacité, defeat a unity with 3 or less remaining HP, donc vous détruisez une unité qui a 3 PV ou moins restant. Pareil, contre les match-up contrôle, vous prenez un ascendant de fou. Vous pouvez potentiellement reprendre 5 PV, donc vous mettez un peu votre adversaire en PLS, en sueur, parce que il vous a mis des dégâts, mais vous reprenez vos PV. Et en plus, vous lui supprimez une unité qui a 3 ou moins. Double effet contre les decks contrôle, super carte. Et enfin, ça c'est un peu plus situationnel, vous allez un peu moins l'utiliser cette capacité là, mais elle peut vous sauver sur certains match-up, notamment des match-up miroirs. Vous donnez un token shield à une de vos unités. Voilà, en fonction de la situation, ça peut valoir le coup, mais en général c'est plutôt les 3 premières capacités que vous allez utiliser, et elles sont toujours intéressantes. Dans n'importe quel match où vous allez vouloir utiliser au moins 2 de ces 3 capacités. Vous allez même vouloir les 3, mais il faudra faire un choix. Donc vraiment, vigilance primordiale dans ce deck, et les 6, vous les payerez tous les jours. Ensuite, une autre carte maîtresse de ce deck, bien sûr, le Overwhelming Barrage. Je sais pas si je dois vraiment vous l'expliquer, mais bon, voilà. Je vous mets un peu toutes les cartes qui combattent super bien autour. Vous donnez plus de, vous tapez les unités que vous voulez. Si vous avez une Eden et... cerise sur le gâteau, un ask sur le board, et que vous faites ça, et que vous pétez 3 ou 4 unités adverses, la gamme est pliée, la gamme est pliée. Contre un match-up miroir contrôle, si vous l'avez en main de départ, je vous conseillerais peut-être de l'envoyer en ressources. Par contre, si vous jouez un match-up aggro, voire mid-range, il faut que vous la gardiez en main. L'idéal, ce serait de la jouer sur une Eden. Donc il donne une unité, et ça dessus, ça devient une 6-6. Vous infligez 6 dégâts, donc vous pouvez en général au moins tuer 2 unités adverses, je pense, et ensuite vous récupérez 2 points de vie grâce à la capacité de, et ensuite vous allez infliger 6 dégâts à votre adversaire. Si elle a encore le shield, elle peut aller taper un gros ton type un solo ou quoi que ce soit. Donc vraiment magnifique carte. Je vais vous présenter un peu succinctement le side. Donc au niveau de mon side, j'ai un make un opening. Donc j'ai tout mis en 2 exemplaires parce que voilà, j'aime bien un peu avoir plusieurs outils. Donc make un opening, bien sûr contre les decks aggro. Vous allez vouloir rentrer cette carte contre les decks aggro. Mon side est plutôt orienté contre les decks aggro. Je trouve que contre les decks, les match-up control, je suis pas trop mal. Contre les decks aggro, des fois, ça peut être un peu difficile. Ruk, alors lui, il a la double casquette. Il marche bien contre les decks aggro et il marche bien contre les decks mid-range. Donc, c'est vraiment pas mal le Ruk. Surtout avec son shield. Donc, Ruk, par exemple, vous aurez envie de le shielder avec vigilance. C'est une des seules unités que vous aurez envie de mettre un shield dessus. Doku, pareil, il a son shield. Quand il est joué, vous pouvez éliminer une unité qui a 4 points de vie restants. Un peu cher, je trouve, mais il peut être là, notamment pour contrer tout ce qui va être un peu trop agressif, enfin mid-range plutôt, pas trop aggro parce qu'il arrive un peu tard en jeu, en général vers le tour 5, mais il peut contrer un deck aggro mid-range.
Donc j'aime bien avoir le 2 coups. Ensuite, là, on est plus contre les match-up miroir, voire contrôle, d'accord. Donc je le Relentless en 2 exemplaires, pour 9, une 8-8. Et ça, notamment les decks Han Solo, ils détestent cette carte, hein, bien sûr, parce que le premier event qui sera joué par un adversaire, bah, il perd toutes ses capacités. Donc ça, les decks mid-range Han Solo, ils aiment pas du tout. Donc c'est vraiment là pour ça. Les decks Boba non plus n'aiment pas cette carte. Il n'y a pas beaucoup de decks qui aiment cette carte, à part les decks aggro. Mais les contre decks aggro, vous rentrez pas un Relentless, hein, vous tirez une balle dans le pied, d'accord. Et enfin, le Devastator. Donc j'aime bien les gros vaisseaux. Donc là, on a la chance en noir d'avoir des gros vaisseaux. Le Devastator, voilà. Le ton, 10, Sentinelle, Overhelm, contre les match-up miroir ou les match-up contrôle. Il va vous falloir des petits points de vie restants, tout ce qui va être Bright Hope, tout ça que vous avez du mal un peu à passer à cause de leur sentinelle. Vous vous en fichez, vous passez au-dessus, vous avez le Overhelm, vous êtes vous-même sentinelle, donc vous êtes un gros mur. Et lorsque vous jouez l'unité, bien sûr, vous affligez un nombre de dégâts égal à votre nombre de ressources. Donc si vous jouez, vous avez au minimum 10 ressources, donc l'unité met au minimum 10 dégâts à une unité adverse. Donc vous clinez la grosse menace adverse, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui a plus que 10 PV actuellement, sauf si ça a été boosté, bien sûr. Donc pareil, ça, vous le rentrez dans un match-up plutôt contre un deck contrôle ou miroir de votre deck. Ça marche très très bien. Donc voilà. Donc ça, c'était un peu pour l'analyse des cartes et les différentes tactiques que vous pouvez utiliser autour de ce deck. Donc voilà, contre les 3 archétypes. L'archétype aggro, vous êtes plutôt bien équipé dès le départ. Contre l'archétype mid-range, vous êtes plutôt bien équipé également. Et enfin, contre l'archétype ou match-up, donc le même deck que vous, ou un deck contrôle, ça se joue, vous n'êtes vraiment pas désavantagé, ça va dépendre un peu de votre courbe de ressources, comment vous arrivez à monter, mais en tout cas vous aurez envie vite de monter en ressources et de pouvoir vous battre à armes égales contre votre adversaire. Vous avez toutes les armes pour contrer un deck contrôle, et contre les decks aggro et mid-range, je dirais même que vous êtes plutôt avantagé. Vous êtes même plutôt avantagé selon moi. Donc voilà pour mon analyse de ce deck Hidden Tempo, hein, comme j'aime bien l'appeler. Un deck contrôle, assez long à jouer, mais vous allez étouffer votre adversaire petit à petit. Est-ce que c'est viable dans un mode compétitif avec des clocks, donc 55 minutes? Je pense que la stratégie à adopter, c'est tout miser sur la première partie, tout miser pour pouvoir la gagner, et écoutez, après, si la partie a duré 30-35 minutes et qu'il reste 15 minutes et que la partie est en cours, la plupart des tournois mettent en place le fait qu'une partie est en cours, si elle se termine pas, c'est une défaite pour chacun des joueurs. Donc si vous avez déjà une victoire à la première partie et après une défaite et votre adversaire a aussi une défaite, vous serez gagnant de la manche et vous marquerez vos 3 points quoi qu'il arrive. Ou alors si certains championnats, certains tournois qui font un goal à virage particulier avec vraiment le nombre de victoires particulières, là vous risquez d'être pénalisé. Vous serez également pénalisé si vous ne remportez pas votre première partie. Mais je pense que ne pas remporter sa première partie avec ce type de deck, ça va vite se terminer en fait, et vous aurez le temps de faire une deuxième partie et au moins aller chercher l'égalité. Donc voilà, ça c'est ma vision pour ce deck. Est-ce que c'est le deck avec lequel je vais partir en tournoi? Je me tâte encore, ça fait un petit moment que je le maîtrise plutôt pas mal, mais j'ai des doutes, notamment au niveau de la clock. Après, si vous jouez dans un monde ou en ligne, où il n'y a pas de clock, où il n'y a pas les 55 minutes de partie, honnêtement, c'est un deck qui, je pense, a un des meilleurs taux de victoire actuellement au niveau de la méta, au moins francophone, voire mondiale. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé, si vous aurez rajouté d'autres cartes, le Vanquish ou quoi que ce soit, et à également nous rejoindre au niveau de la chaîne. C'est également très important que vous nous rejoigniez au niveau de Twitch, car comme je vous l'ai dit, on va streamer des gros événements, et bien sûr, si vous voulez nous voir, je passe par Twitch pour mes streams, je passe pas par YouTube, même si je fais souvent des petites rappels au niveau de la communauté YouTube, mais voilà, venez directement sur l'application Twitch, vous verrez les notifications en direct. Sur ce, encore une fois, un grand merci, des bisous, et bien sûr, bonne pioche à tous. Ciao, ciao les amis.